Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, vous ne pouvez pas y échapper, c'est votre rendez-vous dédié à l'actualité tech et c'est 01 Hebdo. On est très heureux de vous retrouver pour ce numéro 274. Jérôme, bonjour. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. Voici le sommaire de 01 Hebdo. Calculer l'incalculable, c'est ce que permettra l'informatique quantique, un domaine qui fait rêver. On en parle avec notre invité, représentant de chez IBM. Et vous allez voir, ça donne le tournis. Et puis alors, Jérôme, cette rumeur qui est effrayante, Apple pourrait enlever son chargeur dans l'emballage du prochain iPhone. C'est une rumeur. On va en parler avec Nicolas Lelouch. Mixer, le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft, c'est terminé. Il met la clé sous la porte. Pourquoi donc? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On voit ça avec Émeric Siméon. Et puis on terminera par les insolites du web de Jordan Cosino avec toujours des objets improbables, dont cette brosse, Jérôme. J'ose à peine imaginer à quoi elle va servir. Ça me donne des frissons dans le dos, cette histoire-là. Bon, ben voilà, vous savez tout. C'est le menu de ce 01 Hebdo. On est ravis de vous retrouver. C'est parti. Avant de parler d'informatique quantique, François, qui est un sujet qui nous fascine totalement. C'est vrai. Vous allez voir, c'est passionnant et ça donne le tournis. Peut-être une petite question orange. Une petite question orange, bien évidemment, et peut-être revenir sur la question orange de la semaine dernière avant de vous interroger sur les chargeurs. Est-ce qu'on peut voir cette petite question orange de la semaine dernière? Est-ce que vous êtes prêts à être moins connecté pour moins polluer? C'était notre sujet écolo de la semaine dernière, hein, rappelez-vous. Oui. Eh bien voilà, on voit que la majorité est plutôt du côté du non. Oui, mais il y a quand même, c'est quand même assez 35% de oui. En effet. Très bien. Voilà. C'est plutôt rassurant, moi, je trouve. C'est une vraie question de société, comme tu l'as dit. Hein, la question de la sobriété numérique, on en parle de plus en plus. C'est une tendance forte qu'il ne faut pas mettre de côté. Alors, notre question de cette semaine, on va revenir sur l'un des titres de ce 01 Hebdo, cette information étonnante. Est-ce que vous trouveriez normal qu'il n'y ait plus de chargeur fourni avec un smartphone? Voilà, alors là on va parler d'Apple, mais vous savez que ce qui se passe chez Apple, parfois on le retrouve chez d'autres marques. Alors il y a des considérations écologiques dans cette question. C'est ce que j'allais dire, il y a d'une certaine manière un lien avec la question de la semaine dernière. Tout à fait, même s'il y a aussi, j'imagine, une notion économique pour Apple, parce que s'il y a un chargeur qui est en moins, ça fera des frais en moins pour Apple, bien évidemment. Oui, mais l'iPhone va baisser, comme tu sais. Oui, bien sûr. Excuse-moi, mais ça, c'est quand même la meilleure blague de l'année. Le nouvel iPhone qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, vous le savez. Hein. En tout cas, vous avez vu la tendance qui a bougé en temps réel, comme ça. Donc, continuez à voter, surtout, et on refait le point tout à l'heure sur cette question. N'hésitez pas, la question qui est sur le compte Twitter de 01 TV. Ce 01 Hebdo, bien sûr, si vous savez, c'est chaque jeudi. Vous pouvez le retrouver sur 01nettv.com dès jeudi soir, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis sur la chaîne, sur les box, 24 heures sur 24, 01 TV, votre chaîne qui vous accompagne dans votre vie numérique, sur les box SFR, Orange, Freebox et Fransat. Voilà, on passe tout de suite à l'actu. Trois sujets d'actu cette semaine. On va parler de 4G, on va parler de drones et de dinosaures. Mais on commence par la 4G. Oui, et c'est une bonne nouvelle pour tous les Parisiens. Alors, vous savez que la 4G est déjà présente dans pas mal de métros en France, dans les grandes villes françaises, mais c'est vrai qu'à Paris, ça patinait un peu. Depuis des années, les Parisiens pestaient d'être toujours en edge dans le métro parisien. Eh bien, ça y est, tout ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ça a été annoncé, Jérôme, en 2017, c'était prévu pour 2019, ça arrive enfin, 100% du métro parisien est couvert en 4G. Effectivement, c'est arrivé petit à petit, bien sûr. Il y avait des endroits où c'était déjà le cas, mais là, depuis cette semaine, en effet, 100% du réseau. Alors, c'est pas rien, effectivement, un chantier pareil. Ça a nécessité des années de travaux, 300 km de câbles, 3000 antennes, parce que oui, le sans-fil, en fait, on le sait, derrière, il y a des fils. C'est ça le paradoxe. La réalité et le paradoxe. Et puis, il faut savoir que équiper en 4G la totalité du métro parisien, c'est l'équivalent de couvrir une ville moyenne.
En électricité? Non, en couverture. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein. Donc il a fallu beaucoup de travail, 7 ans de travail, vous vous rendez compte. Ouais. Alors pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'en fait, installer de la 4G dans le métro, c'est pas facile. Il faut savoir que tout ce qui est locaux techniques dans le métro sont des locaux exigus qui sont sous terre, bien évidemment. Et il y avait un gros problème en fait de dissipation de chaleur, parce que pour installer des serveurs et installer en fait des bornes 4G qui émettent beaucoup de chaleur, il fallait pouvoir les rafraîchir. Et tout ça a posé énormément de contraintes techniques. Et puis c'est des couloirs, donc c'est des couloirs, il faut mettre plein d'antennes. Et puis vous savez que le métro parisien date de Mathusalem, donc il a fallu aussi remettre tout ça. Du temps des Romains, je crois. Du temps des Romains. Et donc ça a été compliqué, mais ça y est, on y est arrivé. Bon, voilà. Alors juste une dernière chose, et il faut savoir que ce réseau va être upgradé régulièrement, parce que on va arriver à des situations de saturation. Hein. C'est déjà le cas d'ailleurs, je crois, dans certaines stations. Oui, il paraît qu'à Châtelet, ça fonctionne pas très bien. J'ai pas testé, mais c'est là où ça fonctionne pas super bien. Et alors la bonne nouvelle, beaucoup de monde, forcément. La bonne nouvelle, c'est que dès que la 5G sera disponible, hop là, on pourra upgrader en fait ce réseau 4G en 5G, Jérôme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pas mal. Très bien. Voilà. Alors c'est une news très parisienne, mais nous sommes tous un peu parisiens. Soit vous habitez dans la capitale, soit et puis vous si y vous venez venez de temps passer en temps. quelques vacances à Paris, vous serez bien content d'avoir de la 4G maintenant. On enchaîne avec Parrot ? On enchaîne avec Parrot. On va parler de drone, en effet. News très intéressante cette semaine. C'est Parrot qui a présenté un nouveau drone, François. Oui. Mais alors, on sait que Parrot a eu des moments de flottement. Et, ce qui, pour un drone, est plutôt pas mal, finalement. J'allais dire, il bat de l'aile. Il battait de l'aile. Ouais. Bon, non, c'est pas ça. Non. Et ils ont un peu laissé tomber les drones grand public, alors qu'ils avaient vraiment été pionniers en matière de drones grand public. Exactement. Sauf que DJI est passé par là et franchement a fait du mal à Parrot. Alors, même si Parrot a relancé, rappelez-vous, il y a 2 ans, l'Anafi, un petit drone sympathique dont on vous avait parlé et vanté les mérites sur 01 TV. On voit que le pivot, parce que c'est un peu le mot à la mode, le pivot de Parrot se fait grâce, et c'est assez étonnant, grâce à une commande de l'armée américaine. Tout à fait. C'est l'armée américaine qui avait besoin d'un drone et alors qui avait un cahier des charges très très précis. Hein. Il fallait fabriquer un appareil capable de tenir 30 minutes en vol avec un rayon de 3 km, d'un poids inférieur à 1,3 kg, transportable dans un sac à dos, assemblable en moins de 2 minutes. Eh bien, Parrot a réussi son coup. Il a été retenu par l'armée américaine. Il y a une autre marque aussi, je crois, qui a été retenue. Et donc, ils vont le faire. Et ils ont la bonne idée de le sortir pour d'autres clients éventuels. Alors, pas des particuliers, mais peut-être la police dans différents pays, les pompiers. Enfin, voilà, c'est un drone professionnel. En plus, il y a une gestion des données qui est ultra sécurisée. Il est fabriqué aux États-Unis, comme par hasard, pour des raisons de sécurité. Mais c'est un appareil français, et on est plutôt fiers. Et puis, ça fera, je pense, un bon ballon d'oxygène pour Parrot qui, on le sait, était en difficulté financière ces dernières années. L'armée a injecté pas mal de millions, et donc c'est plutôt pas mal. On l'imagine. Voilà. Il vaut 7 000 € quand même, ce drone. Hein. Ah oui, il est beaucoup plus cher que le... beaucoup plus cher il est 10 fois plus cher, en fait, que la version grand public. Exactement. Mais on imagine qu'il a d'autres performances, et puis surtout, il doit être sans doute plus robuste. Et puis, comme tu le disais, c'est vrai que ce drone est une commande de l'armée américaine, mais il peut arriver dans d'autres institutions, la police tout, même si on voit que même la police ne peut pas utiliser n'importe comment les drones. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement. Donc on voit que finalement la protection des données, la vie privée est un sujet quand même assez sensible, notamment avec les drones. Oui, mais la police l'a dit, peut l'utiliser pour d'autres situations. Bien sûr, même, il y a eu des cas, des prises d'otages, des choses comme ça, où ça peut être un appareil de reconnaissance. Donc ça devient vraiment un outil utile. Bon, Jérôme, l'actu cette semaine aussi, c'est un petit gadget que vous pouvez retrouver sur votre smartphone. Je voulais faire le test. Tu voulais faire le test ? Je vais voir si je peux faire le test en temps réel. Vous pouvez le faire. Vous avez un smartphone, vous allez sur Google, la page Google, et vous tapez T-Rex. Ou dinosaure même, tout simplement. Alors moi, j'ai tapé T-Rex et puis alors d'un coup, le T-Rex est arrivé. Vous l'avez dans le moteur, en résultat de moteur de recherche, et vous pouvez le faire apparaître en réalité augmentée dans votre appartement. Et croyez-moi, avoir un dinosaure dans l'appart, ça claque quand même, ça claque pas mal. En plus, c'est une initiative de la part de Google qui est assez intéressante. La réalité augmentée qui arrive en fait dans le moteur de recherche et qui nous permet en fait d'avoir
énormément d'objets ou d'animaux. Parce que là, évidemment, on parle du T-Rex, mais on peut avoir plein d'autres choses sympas. Alors, je ne sais pas, Jérôme, je ne sais pas ce qu'on va voir là. Est-ce que je crois que j'ai un moyen de le montrer à la caméra? Je pense, oui. Est-ce que là, par exemple, on le voit très bien, regarde ça. Voilà, donc j'ai fait apparaître un dinosaure au milieu de la table du studio. Caresse-lui la tête pour voir s'il réagit. Salut, mon petit. Voilà. Non, il n'aime pas trop ça, j'ai l'impression. Fais attention, il va te mordre. Oui, c'est assez effrayant. Alors, vous voyez, on voit qu'il est vraiment posé sur la table du studio. En réalité augmentée, grâce au capteur ultra puissant de l'iPad Pro, on est vraiment en réalité augmentée. Alors bon, donc il y a le T-Rex, Jérôme, il y a plein d'autres animaux. On peut avoir plein de choses, on peut avoir des lions, enfin, vous voyez, on vous montre là quelques images, et c'est vraiment très réaliste, et puis c'est fun, ça plaît vraiment aux enfants, donc franchement, si vous avez un smartphone, et que vous voulez animer et amuser vos enfants. Oui, parce qu'on peut se dire à quoi ça sert. Alors, il y a une personne du service de presse de Google, je dis ok, c'est super, c'est mignon, mais à quoi ça sert? Et on m'a répondu, par exemple, si vous voulez voir ce que ça fait d'avoir un dinosaure à la maison. Oui, ce qui n'est pas con. Hein. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est vrai qu'on a toujours rêvé. On n'y pense pas spontanément. Mais c'est vrai, avoir un petit dinosaure à la maison, dans son salon, pour voir ce que ça donne. Voilà, bon, à tester, puis tiens, dites-nous un petit peu si vous amuse et ce que vous en pensez, si ça marche bien chez vous. Vous pouvez nous laisser un petit message sur la page YouTube de 01 TV pendant le 01 Hebdo. Ça peut donner des idées à des entreprises pour faire soit des objets publicitaires, soit il y a déjà eu des tentatives avec des magasins de meubles pour essayer un canapé chez soi. Là, il y a une application qui vient de sortir, tiens, on aurait pu en parler aussi, qui permet d'essayer des chaussures, des baskets, comme si on y était, comme si on les avait vraiment au pied. Et ça marche super bien. Et là, c'est d'une simplicité enfantine, puisque c'est directement dans le moteur de recherche Google. Voilà pour l'actu de la semaine. On va maintenant s'intéresser à un dossier passionnant. On va vous expliquer ce qu'est l'informatique quantique. Accrochez-vous, c'est quelque chose qui donne le tournis. On en parle tout de suite avec notre invité. Et notre invité, c'est Olivier S, responsable des activités de calcul quantique chez IBM. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci vous êtes d'être là. Monsieur Quantique. Je suis Monsieur Quantique pour IBM France, tout à fait, absolument, tout à fait. Alors c'est vraiment quelque chose qui petit à petit s'installe, on entend de plus en plus parler d'informatique quantique. C'est un mot qui revient souvent, c'est vrai, même si c'est quand même compliqué à comprendre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec les mots le plus simple, le vocabulaire le plus simple, ce qu'est l'informatique quantique? Le concept de base. Le concept de base. C'est relativement simple à comprendre. Dans un ordinateur classique, il y a les fameux bits qui valent 0 ou 1. Donc en gros, mon bit va décrire 2 états. La mécanique quantique vous dit qu'un qubit, donc le bit quantique, peut décrire 0 ou 1, ou n'importe quelle valeur entre 0 et 1, et tout ça en même temps. Donc mon qubit, mon quantum bit, mon bit quantique, il peut décrire une infinité d'états, là où le bit classique n'en représente que 2. Donc ça bouleverse complètement notre vision du monde. Exactement. Et du coup, vous avez une capacité de traiter l'information, de traiter des données infiniment supérieure avec le qubit qu'avec le bit qui n'est limité que, entre guillemets, à 2 états. Alors, appliqué à l'informatique, ça pourrait donner quoi? Alors, je crois que vous avez en plus des exemples de l'avant-quantique et de l'après-quantique qui sont quand même assez impressionnants. Vous allez voir, ça donne le tournis. Alors expliquez-nous. Pas trop, j'espère. L'idée, effectivement, les machines quantiques auront la capacité de traiter des problèmes dont la complexité est exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous augmentez la taille du problème, le nombre d'éléments pour traiter va être croissant. Par exemple, un problème qui durerait 100 ans sur une machine classique prendra 10 minutes sur une machine quantique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend l'ordinateur le plus puissant au monde, qui est un supercalculateur qui s'étale sur, enfin, qui représente peut-être la grandeur d'un stade de handball. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Par exemple, vous vous rendez compte, un stade de hand avec que des serveurs, des trucs comme ça. Côte à côte. Là, vous avez l'ordinateur le plus puissant au monde. Pour résoudre un problème, il faudrait 100 ans. Avec un ordinateur quantique, 10 minutes. Oui. Alors, c'est théorique ce que je vous dis, hein, mais c'est l'ambition du quantique, c'est d'apporter une capacité de traitement infiniment supérieure à celle des machines classiques. Et ça servira à quoi? Il y a en fait beaucoup de cas d'application, de domaines pour lesquels la complexité des problèmes est extrêmement importante. Par exemple, en météo. Par exemple, si vous souhaitez faire un nouveau médicament. Si vous souhaitez demain gérer une ville intelligente. Tous les véhicules autonomes gérés, de façon on dirait dynamique, par un ordinateur. Et bien cette capacité de traitement, ça c'est quelque chose que le quantique permettra parce que précisément,
vous donne la possibilité de traiter un très grand nombre de cas en même temps, là où la machine classique sera plus limitée pour ce traitement-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite de puissance de calcul quasiment. En théorie, non. En théorie, une machine quantique a des capacités de traitement qui sont, entre guillemets, infinies. Quelles sont les grandes industries qui ont besoin de supercalculateurs? Vous parliez de météo. De météo, oui. Voilà, la météo, on peut imaginer, la météo, les prévisions météo, il faut une immense puissance de calcul, parce qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu. Exactement. Par rapport au vent, par rapport à plein de choses. Exact. Alors aujourd'hui, les grands secteurs, c'est vrai que le quantique a une maturité à venir, hein, on est vraiment en pleine croissance, à moyen terme, ce qu'on voit, c'est plutôt des problèmes dans chimie, dans des domaines, dans la chimie. La chimie, oui, les sciences des matériaux. D'accord. Un exemple. La médecine, par exemple, aussi. Alors, médecine un peu plus tard, je dirais, mais par exemple, dans la partie matériaux, on a un partenariat, nous, dans le cadre d'un réseau qu'on appelle le IBMQ Network, que sont l'ensemble de nos clients qui travaillent avec nous sur le quantique. Il y a un gros sujet sur la conception de nouvelles molécules pour les batteries. Donc, être capable de concevoir des batteries qui seront de durée infiniment plus supérieure, donc on va doubler, tripler l'autonomie d'une voiture, et surtout le volume de la batterie sera moindre. Et ça, c'est la capacité donc de modéliser des nouveaux matériaux au travers de la puissance que le quantique va apporter. Donc, intelligence artificielle poussée au... J'allais dire au maximum, non, c'est pas au maximum. Mais c'est-à-dire tous les domaines dans lesquels il y a du calcul à traiter. Oui, bien sûr. L'intelligence artificielle, des calculs un pont, calculer évidemment la météo. Tout ce qui est simulation. Également, tout ce qui est simulation numérique. Olivier, est-ce qu'on peut dire que c'est la prochaine grosse révolution dans la technologie, après Internet? Très clairement. Je veux dire, il y aura un avant et après informatique quantique, vraiment. Je pense que quand on aura aujourd'hui la maturité donc d'avoir des machines suffisamment stables, on n'est pas encore là aujourd'hui, on aura des capacités de traitement qui seront colossales, permettant d'ouvrir des problèmes qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Car si aujourd'hui, vous traitez un problème qui dure 1000 ans, c'est pas possible. Oui, ça n'a pas de sens. On l'abandonne, en quelque sorte. Alors que là, on pourrait se dire... En 10 minutes. En 10 minutes ou 1 heure, on pourrait le régler, quoi. C'est ça qui est incroyable. Donc, ça ouvre des voies absolument très importantes. Et on parle parfois de la cryptographie. Ça voudrait dire que finalement, toutes les protections qu'on utilise aujourd'hui sur nos ordinateurs ne seraient plus valables. C'est un outil formidable pour craquer les mots de passe. Alors, c'est une conséquence. Je dirais que ce n'est pas un cas d'usage, c'est une conséquence. Effectivement, le quantique, dans ses capacités de traitement, aura la possibilité donc, de casser donc, des clés de cryptographie. Mais on est très très loin de là, d'une part. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que le quantique apporte également des solutions pour créer donc, des clés quantiques hautement sécurisées. Donc, je dirais... Oui, il y a le problème et le remède. Il y a le risque, effectivement, qui existe, qui est vrai, mais aussi des moyens qui vont arriver, permettant, je dirais, de s'affranchir de ces machines quantiques dans le domaine de la crypto. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. On voit que l'intelligence artificielle a ses limites aujourd'hui avec la conception de l'informatique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, l'informatique quantique révolutionne l'intelligence artificielle aussi? Oui, dans la mesure où le quantique apportera des traitements supplémentaires, des capacités donc de traiter plus vite, donc des réseaux de neurones extrêmement denses, certainement. Alors tout ça, aujourd'hui, malgré tout, est encore un petit peu théorique. C'est-à-dire que l'ordinateur quantique tel qu'on le rêve, il n'existe pas. C'est ça? Où est-ce qu'on en est? Alors nous, IBM, on a investi sur le sujet depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a disponible, au moment où je vous parle, 18 machines physiques de tailles différentes, de générations différentes, qui sont accessibles. Et qu'on peut tester même, je crois. Et qu'on peut tester tout à fait absolument gratuitement. Il suffit de créer un compte sur IBM Quantum Experience et vous accédez à 9 machines totalement, je dirais, libres d'accès. Et ces machines-là font partie d'un réseau qui permet à nos partenaires d'accéder à ces machines-là et de commencer eux-mêmes à faire des développements, des tests et à comprendre ce qu'on appelle donc l'algorithmie quantique, comment je tire parti d'une machine quantique. On en est où aujourd'hui? Est-ce que le premier ordinateur quantique, c'est pour demain? Alors, vraiment, hein, la vraie force, la vraie puissance dont on parlait il y a un instant. En production, non. Aujourd'hui, demain, non. Nous, IBM, on a pour ambition de vouloir démontrer ce qu'on appelle l'avantage quantique à horizon 3-5 ans. C'est-à-dire démontrer qu'un problème inaccessible à une machine classique le sera pour une machine quantique dans un horizon 3-5 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'on sera totalement en production. Est-ce que c'est sûr que c'est l'avenir? Est-ce qu'on peut se rendre compte au bout de 2-3 ans, 4-5 ans, que c'est une impasse technologique et que ça ne marchera pas? Pendant très longtemps, il y a eu des scientifiques assez, je dirais, sceptiques sur le fait qu'on ne pourra jamais construire un ordinateur. On en a de moins en moins.
honnêtement, de gens sceptiques. Et on voit de plus en plus quand même une dynamique autour du quantique et réellement des progrès qui sont extrêmement importants sur le quantique. Donc aujourd'hui, vraiment, je pense qu'on a vraiment franchi un palier dans le quantique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une compétition entre les grands acteurs comme vous, IBM, Google, le français Atos, etc. Est-ce que, je veux dire, vous butez encore sur des problèmes physiques, il y a des choses encore, des défis à relever? Oui, très clairement. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la maturité permettant d'avoir des machines en production. Il y a encore des gros défis technologiques. C'est quoi les défis technologiques, les montagnes qu'on a encore à franchir? Un des problèmes qui est comment j'augmente le nombre de qubits. Aujourd'hui, effectivement, il faut un certain nombre de qubits et la capacité à rajouter donc des qubits pour augmenter la performance d'une machine est difficile. Donc il y a effectivement beaucoup de problèmes qui est comment arriver à augmenter la puissance de ces machines-là en gardant une stabilité la meilleure. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, a priori, ça serait une piste intéressante, c'est que tout le monde, Jérôme le disait, tout le monde travaille sur le quantique. Oui. Les Google, les gros, tous les géants de l'informatique travaillent sur le quantique. Oui, absolument. Est-ce que tout le monde travaille dans la même direction? Non, il y a différentes aujourd'hui. Il y a 5-6 technologies connues, avérées, vous permettant de maîtriser ce fameux qubit dont on parlait, et à partir de là, de construire un ordinateur. Donc nous, IBM, on est parti sur une approche qu'on appelle donc des supraconducteurs, où il faut les refroidir au zéro absolu. Il y a d'autres approches qui existent, chacune d'elles ayant avantages et inconvénients. Un mot sur les conséquences écologiques aussi de l'informatique quantique, quand ça marchera. Dans 10-20 ans, on peut imaginer à 10-20 ans. Oui, un petit peu moins, quelque chose. C'est demain, finalement, c'est pas si loin que ça. On reprend notre exemple tout à l'heure de supercalculateurs qui existent aujourd'hui, qui représentent un stade de handball et qui va donc faire des milliards d'opérations à la seconde. Des millions de milliards. Des millions de milliards. Ça consomme beaucoup d'électricité, ça prend de la place. L'équivalent en informatique quantique, qu'est-ce que c'est physiquement et en termes de consommation énergétique? On a une idée ou pas? Nos machines, nous IBM, une machine de taille raisonnable, 50 qubits. C'est ce qu'on appelle un ballon d'eau chaude qui fait donc un cylindre de 2 mètres de haut sur 80 cm de diamètre. Et ça serait équivalent en termes de puissance de calcul à ce qu'on a aujourd'hui avec un grand supercalculateur? Pas encore, mais par contre l'encombrement... à terme, je parle dans 10 ans ou 15 ans. Et donc une consommation énergétique environ, 300 fois moins. D'accord. Donc ça aussi, une pertinence écologique, environnementale. Ces grosses machines dont vous parliez consomment en moyenne 1 mégawatt, donc 1 million de watts, effectivement. Une machine quantique, on est à une trentaine de kilowatts. Donc il y a un facteur pratiquement 100 entre les deux. Et en matière d'environnement précisément, est-ce que ça pourrait déboucher sur découvrir de nouvelles solutions, découvrir des traitements de réduction du CO2 C'est bon, il y a de domaines d'application, effectivement, dans le traitement médical, dans tout ce qui est effectivement captage de CO2, donc des grands problèmes, à nous, qui sont aujourd'hui inaccessibles à ces machines classiques, que le quantique devrait pouvoir adresser. Et à nouveau, c'est une des grosses activités que l'on a, nous, dans ce réseau qu'on appelle IBM Q Network, où on travaille avec des partenaires en chimie, en finance, dans l'aéronautique, dans le transport, à identifier quels sont les cas d'usage qui, demain, seront éligibles au quantique. Olivier, est-ce que pour Jérôme, pour moi, dans 15 ans, 20 ans, ça aura du sens d'avoir un ordinateur quantique à la maison? Est-ce que tous les ordinateurs seront quantiques? Voilà, ou est-ce que finalement, ça ne servira que pour les industries qui ont besoin d'une immense puissance de calcul? Je pense qu'à court terme, je dirais 10-15 ans, c'est plutôt les industriels, c'est plutôt les grands problèmes, je dirais, sociétaux. Aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui la capacité technologique de concevoir un ordinateur, je dirais une tablette ou un PC portable. Partons peut-être après, on ne sait pas, mais aujourd'hui à court terme, non. Oui, mais quand on voit que la puissance est exponentielle avec la fameuse loi de Moore, c'est ça. Et là, la loi de Moore, on l'explose. La loi de Moore, là, avec le quantique, on est totalement exponentiel. On explose. Donc la loi de Moore est totalement explosée. Là, on est dans des capacités qui sont pratiquement à nouveau infinies. À votre avis, rendez-vous à quel horizon pour avoir cette puissance d'informatique quantique de manière raisonnable? Je dirais, à nous, on vise une première brique de base, je dirais, à 3-5 ans, et puis après, je dirais une dizaine d'années. Donc dans 10 ans? Oui. Et pour une tablette dans 50 ans. Peut-être, peut-être un peu avant pour qu'on puisse en profiter quand même. Oui, exactement. Oui, ça serait sympa. Parce que le temps passe vite, s'il vous plaît. Faites gaffe, parce qu'après on va être vieux. On va accélérer nos recherches. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Passionnant, incroyable. Incroyable. Informatique quantique. Merci beaucoup. Merci. Et puis rappelons que vous pouvez retrouver un documentaire passionnant sur ce sujet sur le site de 01net.com. C'est le fameux format 8 minutes. Et cet épisode 3, donc, en partenariat avec IBM, justement évoque et explique
en fait, l'informatique quantique. Merci beaucoup, Olivier S. Merci. Merci. Avant de parler de gaming, François, puis d'insolites découvertes par Jordan Cossino, je te propose que l'on se penche sur la question des smartphones. Oui. Et en l'occurrence de cette histoire de chargeur dans l'iPhone avec Nicolas que Lelouch. Voilà, que nous prépare Apple. La réponse avec Nicolas tout de suite. Nicolas Lelouch en chair et en os, que nous sommes ravis de retrouver. Tu vas bien ? Ça va très bien et vous ? Et on vous rappelle notre question 01 Net Orange, qui justement est liée au sujet qu'on va évoquer maintenant avec Nicolas. On vous interroge, trouveriez-vous normal qu'il n'y ait plus de chargeurs fournis avec les smartphones ? C'est intéressant de vous poser cette question parce que, franchement, avoir votre sentiment là-dessus, apporte quelque chose. On est à quasi 80% de non pour l'instant. Alors on va en parler parce que bien sûr, si on vous dit on vous enlève votre chargeur, a priori on n'est pas content. Mais il y a peut-être des bonnes raisons ou des mauvaises. C'est tout le problème de ce débat, c'est que il y a déjà des personnes qui tentent de le justifier. On imagine que si Apple retire le chargeur de l'iPhone en septembre, ils vont pas juste dire on fait des économies, ils vont trouver plein d'arguments qui vont vous faire vous dire pour nous donner envie. Ah en effet, c'est pas si bête que ça. Tout ça est à prendre au conditionnel, parce que là ce ne sont que des rumeurs, on ne sait pas du tout si c'est la vérité. Peut-être qu'il y aura un chargeur dans la boîte du prochain iPhone. Après, à la rentrée. C'est des rumeurs qui sont appuyées par pas mal de sources, dans des sources qui sont très fiables. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on raconte qu'Apple retirait les écouteurs de les écouteurs. Mais après en fait le but serait de pousser la vente des AirPods, et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une grosse remise sur l'achat de AirPods en cas d'un achat d'un iPhone. Donc pourquoi pas, c'est cohérent, même si, rappelons-le, en France particulièrement, c'est obligatoire. Il y a une loi spéciale, les écouteurs sont obligatoires dans la boîte d'un téléphone. Je ne sais pas comment Apple pourrait se dépatouiller de cette histoire. À mon avis, ils vont faire comme les constructeurs. Par exemple, OnePlus ne met pas d'écouteurs dans la boîte de ses téléphones dans tous les pays du monde, mais en France, c'est des boîtes spéciales. Pareil pour Google. Donc, on peut imaginer qu'Apple, en France, soit obligé de mettre des écouteurs et qu'on ait une boîte un peu différente. Maintenant, sur le chargeur, il n'y a pas de loi. Ce qui est paradoxal. Ça paraît tellement évident qu'il y a un chargeur dans une boîte qu'aucune institution européenne ou française n'a eu l'idée de l'imposer. Est-ce que ça a du sens ou pas, à ton avis ? Ça a du sens, oui. Ça sera certainement l'argument utilisé par Apple si ça arrive. Celui, justement, je disais qu'il y a pas mal de sources qui l'appuient. La source la plus réputée, c'est Ming-Chi Kuo. Vous savez, c'est cette analyse qui, depuis plus de 10 ans, a toujours raison sur Apple parce qu'il a des sources en usine, il a des sources chez les fournisseurs d'Apple, donc il est au courant de tout. Et donc lui, il dit... J'ai confirmation, Apple a demandé à ce qu'il n'y ait pas de commande de chargeur pour chaque iPhone. Donc s'il le dit, il y a des chances que ce soit vrai. Et la raison, ce serait quoi alors ? La raison, ça serait l'écologie. En tout cas, l'argument qui serait le plus logiquement poussé par Apple, serait de vous dire que vous avez déjà plusieurs chargeurs dans votre tiroir, que ce soit d'anciens téléphones. Ce qui n'est pas faux. C'est ça aussi, vu qu'aujourd'hui, la plupart des chargeurs, c'est de l'USB vers du Lightning, tout ça. Précisons que le câble USB vers Lightning serait toujours dans la boîte des iPhones. D'accord. Donc en fait, ça serait uniquement l'alimentation secteur que vous branchez sur la prise. Et ça, Apple vous dirait, vous l'avez déjà avec votre chargeur d'ordinateur, vous l'avez déjà avec votre chargeur d'ancien téléphone, celui de votre compagne. Donc du coup, l'argument serait de dire, pas besoin de rajouter des chargeurs en plus, d'en fabriquer, parce que c'est des trucs qui finissent dans des tiroirs, qui polluent, et donc Apple pourrait s'en passer de cette manière-là, avec évidemment, on peut imaginer, c'est ce que certains analystes évoquent, que par exemple à l'achat d'un iPhone, on vous dise, vous avez 2 ou 3 mois pour acheter un chargeur à un prix dérisoire de l'ordre des $10 si vous en avez besoin. Donc on peut imaginer qu'Apple s'en sorte de cette manière, en tout cas dans un premier temps, c'est qu'il le retire de la boîte, mais qu'il y a un prix qui soit proposé, très alléchant pour vous convaincre d'acheter un chargeur en parallèle. Nicolas, ça peut être l'argument. Moi, je vois deux choses quand même qui sont un peu dérangeantes. Un, est-ce que ça ne va pas permettre à Apple de marger encore un peu plus sur ses téléphones ? Si, bien sûr. Première chose. Et puis la deuxième, j'ai peut-être un chargeur iPhone, mais j'ai un... C'est dérangeant, ça ? Alors, attends, vas-y. Attends. Et la deuxième chose, c'est j'ai peut-être un chargeur iPhone, mais j'ai peut-être un chargeur iPhone qui a 2-3 ans, qui ne restitue pas toute la puissance qu'aujourd'hui on pourra avoir pour un nouvel iPhone. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec un chargeur, mais qui ne sera pas efficient et optimisé pour l'iPhone qui va sortir. Je suis bien d'accord. Sur la question de la marge, il n'y a aucun doute là-dessus. Apple va forcément gagner de l'argent dans cette histoire. A priori, ça serait pour compenser l'augmentation de prix de la 5G,
l'idée, ça serait de vendre l'iPhone 5G au même prix que les anciens iPhones, en partie en retirant les écouteurs, en retirant le chargeur. Maintenant, on peut imaginer que sur un téléphone à 1 000 €, ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc là, c'est vraiment un petit peu de marge pour eux. Mais rappelons qu'ils font quasi 30% de marge sur tous les téléphones qu'ils vendent. Il est évident qu'Apple va en sortir gagnant financièrement de cette situation. Et là où je te rejoins complètement sur les doutes de ce que ça va provoquer, c'est qu'on a beaucoup de chargeurs aujourd'hui achetés en Chine, des contrefaçons, qui peuvent endommager la batterie d'un iPhone. Apple a eu des problèmes avec la batterie qui était endommagée il y a quelques années. Ils avaient dit aux gens, faites attention, rechargez avec le chargeur officiel, ne prenez pas de la contrefaçon. Et au final, c'est eux qui vont inciter les gens à prendre autre chose qu'un chargeur Apple. Donc, c'est sûr qu'on peut se demander comment ils vont se débrouiller avec cette situation. Et l'autre question qui est moins évoquée dans la presse, je la vois moins, mais moi, c'est un sujet qui me préoccupe en tant que testeur de smartphone, c'est qu'on a une tendance sur le marché qui est la recharge ultra rapide, sur laquelle Apple n'est pas vraiment présent. Apple, ils ont toujours été un des derniers. Et depuis l'iPhone 11 Pro, ils fournissent un chargeur de 18 watts dans la boîte. Tout à fait, alors qu'avant, c'était un 5 watts. C'était un 5 watts. Et c'est toujours le cas avec les iPhone 11. Les iPhone 11 ont toujours 5 watts et les 11 Pro ont un chargeur de 18 watts. Et à l'heure où on a du Oppo qui fait du 65 watts, on a du Xiaomi et Vivo qui proposent du 100 et 120 en bêta et qui arriveront, ça va pas tarder à arriver sur le marché, voir Apple retirer le chargeur du marché et donc inciter les clients à prendre le chargeur le moins cher parce que les gens vont pas acheter un chargeur à 100 €, ça veut dire que Apple, la plus grosse marque tech du monde, va quand même se désengager de la recharge rapide et ça pourrait donner un coup de frein au marché. Donc ça, c'est aussi une des conséquences immédiates. Les rumeurs disent depuis pas mal de semaines que Apple prépare un chargeur de 20 watts qui remplacerait tous les chargeurs. Donc le 5 watts et le 18 watts disparaîtraient du catalogue et le 20 watts serait vendu, mais ça serait payant puisqu'il ne serait pas inclus dans la boîte des iPhones. Et avec 20 watts, on est quand même moins puissant que du 65 watts. Après, on sait qu'Apple pousse la charge à induction, ce qui règle le problème, puisque la plupart du temps, ceux qui ont déjà un chargeur à induction ne vont pas le changer parce qu'ils changent de téléphone. Donc c'est vrai que là, ça aurait peut-être du sens de ne pas avoir de chargeur. C'est sûr, et disons que les rumeurs depuis longtemps disent qu'à horizon 2021-2022, Apple va retirer le port Lightning de les iPhones et imposer la charge sans fil. Ce qui est étonnant, c'est cette étape intermédiaire. C'est pourquoi dès maintenant retirer le chargeur et donc du coup créer une sorte de vide pendant 1 ou 2 ans, plutôt que continuer comme ça et dans 2 ans tout arrêter et dire voilà, à partir de maintenant, c'est de la charge sans fil obligatoire pour tout le monde. Bon, tout ça, ça sera vérifié. On sera fixé quand, alors On sera logiquement fixé en septembre, mais il y a des doutes là-dessus, puisque la crise du Covid, évidemment, a eu un impact à la fois sur la conception de l'iPhone aux États-Unis et sur sa production en Chine. Donc on parle de 1 à 2 mois de retard en ce moment. Donc est-ce que ça sera une annonce en septembre, suivie d'un lancement en novembre ? Ça avait été le cas avec l'iPhone 10, donc pourquoi pas. Ou est-ce que le lancement sera retardé ? On ne sait pas. Mais en tout cas, on se profile de plus en plus sur un gros changement sur Apple, qui sera des iPhones sans chargeur. Et ça pourrait pousser l'industrie, y compris les marques chinoises qui, elles aussi, aiment bien faire des économies, à faire pareil. En tout cas, ça m'étonnerait que Apple décale le lancement de ce nouvel iPhone après les fêtes de fin d'année, parce que effectivement, on ne peut pas imaginer que. C'est peu probable. Ils peuvent très bien annoncer en septembre. Déjà, il y a les iOS qui doivent sortir. Il y a pas mal de choses, donc ils peuvent arriver en septembre et dire qu'il y aura 2 ou 3 semaines d'écart par rapport à d'habitude. Mais on en est loin. On aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance. Apple a souvent apporté des innovations. Rappelle-toi le port jack. Port jack a disparu et au début, ils l'ont tué. Et je me souviens même, Samsung avait fait une publicité en disant regardez, nous on a toujours le port mini jack. Et finalement, même Samsung l'a enlevé. Tout le monde l'a enlevé. C'était la disquette. Ils ont été le premier à supprimer le CD, le Super Drive. Oui, bien sûr. Less is beautiful. Disons que là où c'est différent, c'est que jusqu'à maintenant, ils ont enlevé quelque chose qui pour eux était freiner l'innovation. Alors que là, le chargeur, mine de rien, on en aura encore besoin. C'est juste qu'il sera vendu en option. Donc il y a quand même une différence. Donc c'est là où on se demande où ils vont. L'argument écologique, il est bon. Il est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas un client normal, mais j'ai beaucoup trop de chargeurs chez moi et ça ne sert à rien que j'en ai avec chaque téléphone. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Je ne suis pas sûr. Donc à voir comment Apple présente ça. La réponse à la rentrée. C'est ça. Ça s'annonce passionnant, cette keynote Apple, qu'on suivra évidemment sur 01 TV avec beaucoup de plaisir en direct comme chaque année. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas Lelouch. Vous pouvez continuer à voter sur notre question Orange puisque ça concerne justement ce sujet-là. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser, est-ce que vous accepteriez qu'il n'y ait plus de chargeurs fournis avec les iPhones ? Ce serait intéressant d'avoir votre réaction dans quelques jours après avoir écouté les explications notamment de Nicolas. Voilà, pour l'instant c'est 3/4, 1/4 à peu près, mais bon, tout ça risque d'évoluer dans les minutes ou les heures qui viennent. On enchaîne tout de suite. Maintenant, on va parler de ce séisme dans le monde du jeu vidéo, du streaming. Microsoft se désengagerait en partie puisqu'ils arrêtent leur service Mixer. On en parle avec Aymeric Siméon tout de suite.
Aymeric Siméon, notre monsieur gaming qui est en ligne avec nous en visio. Aymeric, es-tu là? Bonjour Aymeric. Bonjour Jérôme, bonjour François, bonjour à tous. Mais Aymeric, que se passe-t-il? Que se passe-t-il chez Microsoft? Le mixeur est débranché? C'est ça, il y a une panne dans le mixeur. C'est moche quand même. C'est moche. Alors, bah ouais, c'est moche. Alors, mixeur, pour rappel, pour ceux qui ne sont pas très férus de streaming de jeux vidéo, voilà, c'était le service, enfin c'est encore le service jusqu'au 22 juillet prochain de streaming de joueurs que Microsoft avait racheté et qui à l'époque s'appelait Beam d'ailleurs. Donc Microsoft avait rebaptisé Mixer. Alors Mixer avait pour ambition toute bête de venir détrôner le Twitch d'Amazon, bien sûr, le YouTube Gaming de Google, et puis bon c'était aussi un concurrent du tout nouveau Facebook Gaming de Facebook. Alors attends, pour qu'on comprenne bien, Aymeric, c'était quoi Mixer? Ça servait à quoi en fait? On pouvait streamer en direct nos parties? C'est là où moi je faisais toutes mes parties. Tu suivais pas mes parties? Non. Voilà, c'est ça, les parties de solitaire 3D de Jérôme, c'est là qu'il fallait les retrouver. Ah, c'est ça. Voilà. Avec mes commentaires Mixer faisait partie de l'écosystème logiciel de Microsoft, un peu comme Office, si on veut. Et puis, en fait, était intégré dans la barre de jeu qu'on a dans Windows, dans la fameuse gaming bar, et était aussi intégré à la Xbox. Et puis, on pouvait tout à fait ouvrir un compte, c'était gratuit, on pouvait s'inscrire, soit pour regarder des parties. Voilà, d'ailleurs, Microsoft avait allongé pas mal d'argent pour recruter certains grands noms du streaming de jeux vidéo, comme le fameux Ninja, voilà, qui lui, de fait, a été dégagé de ses obligations par Microsoft, et et en fait, sur cette plateforme, tu peux aller regarder des parties de gens qui savent généralement bien mieux jouer que toi à des jeux vidéo qui t'énervent particulièrement. Voilà. Donc Mixer n'est pas le concurrent de Stadia, n'est pas le concurrent d'autres services de gaming, de cloud gaming, on est d'accord, hein? Non, pas du tout. En fait, on pourrait, tout comme Twitch, en fait, Mixer, c'est un peu un espèce de, si on voulait faire un peu une comparaison, un peu un mélange entre Molotov et Netflix. En fait, tu vas choisir des chaînes que tu veux regarder quand tu veux, avec soit en fonction, soit en fonction du jeu que tu as envie de regarder, soit parce que tu aimes bien suivre un streamer en particulier qui va streamer tel jeu, te faire découvrir tel ou tel jeu, etc., etc. Et comme sur Twitch et comme sur YouTube Gaming, les plus professionnels gagnaient leur argent grâce à Mixer et la communauté pouvait leur faire des dons et puis ils étaient aussi parfois sous contrat avec Microsoft qui allongeait de l'argent. Alors là, catastrophe. Et alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que il faut quand même avouer. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut quand même avouer que le géant dans la place, c'est quand même Twitch. Ah oui. Et que Twitch, finalement, qui appartient à Amazon, on le rappelle, est quand même à la fois historique et très difficilement déboulonnable. C'est quand même la référence du streaming de jeux vidéo, quand même. Et donc, de facto, Microsoft avait l'ambition un petit peu de venir le chatouiller et n'y est pas tout à fait parvenu. Et puis, il y avait Google aussi, il ne faut pas oublier Google, avec le YouTube Gaming, alors qui marche un peu moins bien, mais qui fédère quand même pas mal, autant que Twitch. Et en fait, ce que Microsoft s'est dit, c'est que d'abandonner Mixer serait peut-être plus sage, mais en s'alliant avec un gros qui s'appelle Facebook. Parce que Facebook a sorti Facebook Gaming, et en fait, tout l'intérêt finalement de cet abandon est là, c'est que Microsoft va s'adosser au tout nouveau service de Facebook, le Facebook Gaming, qui a été lancé sur mobile, mais aussi sur nos PC, qui a un petit peu de mal à arriver sur l'univers Mac, pour le coup, pour des petits problèmes de compatibilité avec le cahier des charges Apple. Mais Microsoft s'allie à Facebook Gaming, et là, c'est tout bénef, parce que Facebook Gaming, c'est Facebook, et Facebook, c'est quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Ce qui veut dire que tu vas donner, t'as quand même une chance pour Microsoft d'être hyper visible. Et le fait de finalement déménager et d'inciter la communauté de Mixer à passer sur Facebook Gaming, c'est un peu un échange de bons procédés. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà vont être sur Facebook, donc finalement on ne va pas tellement sortir de l'écosystème Facebook. Et surtout pour Microsoft, ça lui fait une visibilité terrible. Et puis on peut même imaginer que l'étape suivante,
c'est que Facebook Gaming serve de plateforme plus ou moins de lancement, peut-être, à xCloud, donc le service de jeu, pour le coup, le concurrent de Stadia, de GeForce Now, mais qui appartient à Microsoft et que Microsoft est en train de mettre en place. S'adosser à Facebook pour faire un lancement de ce genre de service, c'est quand même génial, parce que potentiellement, tu as quand même 2 milliards de joueurs sous la main. Et donc, s'il y a une coalition Microsoft-Facebook, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Là, c'est sûr que ça va faire du monde. Là, il va y avoir un peu de... Ça va faire du data center un peu partout. Ah ouais. Et puis rappelons que, alors pourquoi Microsoft a choisi Facebook? Parce qu'il faut se rappeler quand même que Microsoft est un tout petit actionnaire de Facebook, mais il est actionnaire de Facebook, hein, à 1,6 ou 7, je ne sais plus. Mais c'est vrai que malgré tout, voilà, Microsoft a quelques billes dans Facebook aussi. Il y a de la famille, quoi. Il y a de la famille, on est d'accord. Mais est-ce que tu crois que... Est-ce que c'est vraiment un tremblement de terre ou ils avaient lancé ça comme ça, juste pour voir, pour faire un peu de com, etc. De quoi, Mixer? Mixer, ouais. Mixer, quand ils l'ont racheté, ils pensaient vraiment pouvoir détrôner, enfin en tout cas aller chercher Twitch, aller gratter des utilisateurs de Twitch à Amazon, clairement. Et puis surtout, ils ont dépensé des centaines de millions de dollars en infrastructure. Alors c'est pas perdu parce qu'il y a une partie des technologies qui ont été développées pour Mixer qui vont être utilisées dans d'autres outils Microsoft, notamment Teams. Voilà, pour faire de la visioconférence, etc. Oui, parce que c'est des serveurs finalement avec de la puissance, donc voilà, c'est ça, ça peut servir pour d'autres choses. Voilà, on des peut tout à fait s'en servir, parce que finalement, streamer un flux vidéo de jeux vidéo ou streamer une conversation comme on peut avoir là, c'est pareil. Bon, voilà, on va dire que techniquement, ça reste des paquets de données, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Enfin, les visios, c'est moins violent quand même que les autres jeux vidéo. Quand même, c'est moins violent, mais mine de rien, en fait, même la visio de jeux vidéo, finalement, le calcul se fait chez le streamer, toi, tu streams finalement que du flux, hein. Tu n'as pas besoin d'une grosse puissance de calcul. Ouais. Non, mais ce qui est surtout assez dingue, c'est que Microsoft a énormément investi d'argent, notamment pour aller chercher des figures emblématiques du streaming. Oui, bien sûr, c'est ce que tu disais. Oui. Voilà, et a signé des contrats, notamment avec Ninja. Bon, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est vrai que au moment où Ninja est passé chez Microsoft, ça a été un petit tremblement de terre dans la sphère des streamers de jeux vidéo. Et finalement, en fait, tout ça pour fermer le service à partir du 22 juillet. Alors, au 22 juillet, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Le site de Mixer va renvoyer sur Facebook Gaming. Toutes les applications Mixer Android vont renvoyer sur Facebook Gaming. L'application, normalement, Microsoft, qui est dans la Game Bar, renverra aussi sur Facebook Gaming, mais on reste tout de même libre de streamer sur le service de son choix, tout comme sur la Xbox. C'est-à-dire que Mixer était quand même vraiment bien implanté dans l'écosystème Xbox, mais Microsoft a été clair, non, Facebook ne va pas venir envahir la Xbox. Vous aurez, vous les joueurs, toujours le choix du service de streaming que vous voulez utiliser. Émeric. Simplement, oui. Non, j'ai juste une petite dernière question, si tu peux y répondre rapidement, s'il te plaît. Oui, je vais essayer. Est-ce que cet arrêt, cet échec, qu'on peut annoncer comme étant un échec, est plutôt de mauvais augure concernant la stratégie de jeux vidéo de Microsoft qui, on le sait, s'apprête à sortir à la fin de l'année une nouvelle console? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que tout ça est lié ou pas, à ton avis? Non, pas du tout. Et en fait, je vais même te dire, je trouve ça plutôt malin de la part de Microsoft de s'allier à Facebook. D'accord, ok. Ouais, sur cette stratégie-là. Avant de savoir reconnaître que, on a eu tort et qu'on s'est trompé, c'est bien. C'est pas souvent dans le monde de la tech, mais c'est bien. Là, Microsoft fait un peu amende honorable et préfère finalement s'adosser à un géant qui va lui servir de tremplin, c'est évident. Pourquoi, pour qui, dans le futur, on ne sait pas. Mais à mon avis, on va pas tarder à le découvrir. Merci beaucoup, Émeric Siméon. Notre expert jeux vidéo et PC sur 01net.com. Merci beaucoup, Émeric. On va terminer ce 01 Hebdo, Jérôme, avec Jordan Cosino. Oui, convoquez-moi Jordan immédiatement. Convoquez-le nous. Oui. Asseyez-vous là, monsieur Cosino. Bonjour. La foulée à l'air. Ouais, mais je suis parti lancer mon jingle. Je me suis dit, je vais tenter un truc. Je lance le jingle et je viens en plateau. C'est toi qui as appuyé sur le bouton? C'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Et t'es même pas essoufflé. Écoutez, non, après, c'est 5 ans de boulot quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis bien entraîné. Rappelons que tu viens toute la nuit, tu lances le jingle et tu t'installes sur le plateau. Je fais que ça, les gens me virent. Bon, ça va? Et toi? Écoutez, plutôt pas mal. Les insolites de Jordan, toujours pour conclure de manière en feu d'artifice. Non, c'est trop aimable. C'est trop aimable. Alors, il me tarde que tu nous parles de la brosse, mais
mais bon. Oui, on a vu des choses dans le sommaire. Vous avez été spoilé Dans le sommaire, on a vu une brosse. Mince, et franchement, avec Jérôme depuis tout à l'heure, écoute, on n'en peut plus. Ah bah vous allez vous régaler, comme vous en doutez, je l'ai laissé en dernier. On va commencer par un objet qui s'appelle Toady, que tu as vu. Toady. Oui, Toady. Toady. Tiens, c'est chez lui alors. Que tu as vu et que tu m'as même envoyé, mais je l'avais vu avant, donc bref, on s'en fout. C'est on va le voir à l'image. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un produit qui a rapporté plus d'1 million d'euros. Ils ont été financés en moins de 14 minutes, 1 million d'euros en 3 heures. Alors pour l'instant, c'est du teasing, hein, on dirait un nouvel iPhone, mais ça se savoure, ce produit. Ah oui, en fait, c'est une tondeuse à gazon autonome, voilà, qui a cartonné, hein, voilà, des petits yeux, elle est un peu flippante. C'est un produit belge. Tu me l'avais envoyé parce que je sais pas, peut-être que tu voulais que je t'en achète une. Je me suis dit, ça c'est pour Jordan. C'est gentil de penser à moi. Vous verrez sur le prix que après ça sera pas pour moi. Elle a une caméra, pour vous donner un ordre d'idée, elle a une caméra 4K. Bon, grosso modo, on va pas passer les heures dessus, hein. C'est un aspirateur connecté, mais pour votre tondeuse. Ah oui, non, mais c'est un aspirateur connecté, mais transformé en tondeuse, hein, grosso modo. Truc assez cool par contre, et ça c'est important pour être précisé, il y a une petite dimension écolo, puisqu'en fait elle est imprimée en 3D, hein, la coque est imprimée en 3D. Elle est toute petite, il ne faut pas avoir un grand champ comme ça. Ils disent qu'elle peut faire jusqu'à 4200 m². Après, 4200 m² en combien d'heures? Et combien de jours? Et combien de mois? Ça, ils le disent pas. Ça, non, c'est étonnant, hein, comme quoi. Hein, bon. Parce qu'en plus, elle doit être obligée de se recharger régulièrement. En fait, elle a un socle que tu. Bah voilà, putain, ce timing. Elle a un socle, elle retourne sur son socle quand elle a plus de batterie ou quand elle a fini de bosser. Comme un aspirateur. Exactement. Et elle se met à jour toute seule, etc. Et quand elle est sur son socle, en fait, elle te sert de caméra de sécurité aussi. Jusqu'à 30 mètres, elle a un système où elle détecte s'il y a du passage ou quoi. Enfin bon, si t'as ton chien qui passe tout le temps et que t'as une notif toutes les 5 secondes, ça peut être chiant. Mais dans l'idée, voilà, c'est plutôt cool. Et ce que je vous disais, le côté écolo, c'est qu'elle est imprimée en 3D à base de fécule de maïs. Voilà, vous le saurez. Ah si, bah si. Donc si on la brûle, ça fait des pop-corn. C'est ça. Tu peux faire un très beau cupcake avec ta tondeuse. Ouais. Enfin moi, si j'avais un peu d'esprit, si j'étais une tondeuse et j'avais un peu d'esprit, on me mettrait dans ce type de prairie qui fait 500 mm², je déprime instantanément. Parce que là, franchement, tu dis, ok les gars, j'arrête, c'est pas possible. Bah écoutez... Et alors combien elle coûte? Alors vas-y. Elle coûte 2500 €. Voilà, et ça arrive en novembre 2020, donc ça vous laisse le temps de faire un paiement et de faire un crédit pour acheter ce beau produit. Mais combien ça coûte une tondeuse robot en temps normal? Alors je vais pas te mentir, à Paris, j'ai pas de jardin, j'ai un balcon qui fait l'équivalent de 2 mètres carrés. T'as pas besoin d'une tondeuse sur ton jardin? Non, déjà que l'aspirateur... Parfois sur tes cheveux, je dirais oui. Là par contre, là ça serait un bon test. Mais il y a des gens qui nous regardent qui ont des jardins, des piscines. Ah oui, bien sûr, je suis sûr qu'ils utilisent des tondeuses. C'est pour ça, il va vérifier en direct. Il y a le géant Husqvarna qui fait des tondeuses connectées. 1300, 1700 € quand même. Autonome? Ouais. Une tondeuse classique. Oui, comme ça, un robot. C'est mon hebdo sur la première chaîne sur les tondeuses. Ça, c'est bien. Hein. Bah, écoute, on est tout seul. L'avantage, c'est qu'on est tout TV, seul. la chaîne spécialisée sur les tondeuses. Bon, on enchaîne. Allez. On a passé beaucoup trop de temps sur un objet pas si ouf que ça. Deuxième produit, ça s'appelle PowerPod. Alors, technologiquement, c'est pas incroyable, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est une batterie externe qui vous permet en même temps de charger vos AirPods. Donc voilà, vous avez un petit... Au lieu d'avoir votre batterie classique, vous allez avoir une grosse batterie qui vous permet de charger jusqu'à 100 fois vos AirPods. Vous pouvez aussi charger en même temps votre téléphone, votre ordinateur. C'est une batterie 10 000 mAh. Donc je trouvais, alors pareil, on va pas passer des heures dessus, je trouvais juste le concept cool de savoir que c'est une bonne idée en fait, c'est bien intégré dans la batterie. Ça a été financé, ça coûte 29 €, donc c'est pas si cher que ça, enfin pour une batterie 10 000 mAh qui prend en charge tes AirPods. C'est la première que je vois, voilà, je sais pas si vous en avez vu, mais je trouvais ça plutôt cool. Non, et puis c'est cool parce qu'on peut recharger son iPhone aussi en même temps. Oui voilà, c'est ça, c'est le côté un peu sympa quoi. Et puis 100 fois, quand tu charges 100 fois tes AirPods, t'as de quoi faire je pense. Et puis si t'as pété ton petit chargeur, tu peux acheter ça, ça coûte moins cher. Oui, en plus ça coûte moins cher. T'as perdu tes AirPods? Je suis déprimé là, depuis 3 jours, je les trouve plus. Tu veux qu'on en parle? On fera ça dans une... Non mais vas-y, confie-toi. Je te sens pas bien. Je me disais je sais pas. Ils les localisent chez moi, je les trouve pas. Est-ce que tu les aurais pas mangés? Non, je pense pas. Non. Pas ceux-là. Bon, messieurs, sans transition. Allons-y. Je crois qu'il est temps d'aller se faire brosser, non? Eh bah, écoutez, là, c'est le meilleur produit que j'ai trouvé de toute ma carrière. C'est-à-dire, attends, avant qu'on nous mette les images. Ouais, ne mettons pas les images. Profitons un peu de ce moment, de ce grand moment. Non, pas les images tout de suite. Oh, la régie est en direct de Seattle. Trop tard, les images sont parties. Non, c'est pas possible. Tu veux dire par là que là, on va découvrir sans doute le produit le plus passionnant
Depuis que ce rendez-vous existe Depuis dans l'insolite du web. Je pense qu'Elon Musk va investir dans le produit. Voilà. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Dis, achetez les actions dès maintenant parce que ça va partir très vite. Non, donc ça s'appelle Good Papa. Good Papa. Good Papa, ouais, bon papa. Voilà, vous le voyez à l'image, vous l'avez déjà vu. C'est une brosse à toilette connectée. Hein, ils la vendent comme ça. Donc elle se charge en USB, elle tourne sur elle-même, c'est magnifique, ça fait un typhon, c'est incroyable. Elle est flexible, donc vous pouvez l'étendre ou la rétracter. Et surtout, quand vous la mettez dans son petit socle, elle se lave toute seule, c'est incroyable, elle tourne toute seule dans son petit boîtier. Il y a de l'eau qui circule et c'est tout beau, c'est tout Non, mais attends, qu'elle soit électrique et qu'elle tourne, oui, c'est peut-être utile, mais pourquoi connecter, USB, tout ça? Parce que bah, tu as, en fait, on vient de le voir, mais tu as de la lumière UV. Intelligence artificielle. Ouais, en fait, il y a du. On parlait d'informatique quantique. En fait, oui, ouais, t'as de la lumière UV qui va, comme on le voit souvent, détruire 99,9999% des bactéries. Et voilà. Après, quand tu le fais tourner dans tes toilettes, là, ça a plus l'impression de faire un smoothie qu'autre chose. mais ça me paraît pas mal. Voilà. Bon, et le prix? Le prix, alors pour le coup, ça coûte pas trop cher. En même temps, c'est une brosse à toilette. Hein, ça coûte 33 € et ça sort mois prochain. D'accord. Très bien. Sans rapport, mais on voit vraiment que tu es au bout du rouleau. Hein. Là, bah écoute, on sent que c'est les vacances, il n'y a plus beaucoup d'investissements qui se font sur une plateforme de crowdfunding. Ah oui, zut, il va être au chômage. La brosse à WC connectée, les amis. Alors là, franchement, je pense qu'après l'informatique quantique de tout à l'heure, on a fait le grand écart dans ce 01 hebdo. Tu sais que tout à l'heure, on avait porté, on a parlé donc de l'informatique quantique, qui est un sujet passionnant. Ah bah oui, clairement, ouais. Et là, voilà. Bah, je me suis dit que le niveau était tellement haut que j'allais un peu redescendre, tu vois. Il fallait redescendre. Un sas de décompression. Bon, merci. Bah écoutez, merci à vous. Merci Jordan Cosino. On se refait un petit coup de question orange? Mais bien sûr qu'on se fait un petit coup de question orange et on évoque cette information qui est un vrai séisme dans le monde des smartphones. Des séismes? Trouveriez-vous normal qu'il n'y ait plus de chargeurs fournis avec les smartphones? Alors pour l'instant, mesdames, messieurs, il n'y a pas photo, c'est quasi 80-20. Ah oui, ça vous énerve. Hein. Ça vous énerve. On sent que vous êtes énervé derrière votre Twitter, là, comme ça. Oh, je suis énervé, comme ça. Et oui, ce sera peut-être le cas en septembre. On verra bien. Oui, voilà. La rentrée. Une petite annonce personnelle. Ouh, tu me fais peur quand tu montes du doigt comme ça. Moi, ça me fait flipper. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Une annonce personnelle. Tu dois vendre un truc, je sais pas quoi. Oui, alors. Yvan, c'est volet roulant connecté qui ne marche plus. Non, plus précisément et plus sérieusement, vous savez que Free vient d'annoncer. Free va annoncer dans quelques jours. Free vient d'annoncer qu'il allait annoncer. Voilà, en fait, il y a une invitation pour les journalistes qui est partie. Nous découvrirons la nouvelle Freebox de Free dans quelques jours. Et à cette occasion, évidemment, sur 01 TV, on vous réserve une petite surprise avec pourquoi pas une petite interview de Xavier Niel. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, on va voir. C'est pas mal, ça, non? À retrouver sur 01 TV, à la fois sur les box, sur les chaînes, mais aussi sur 01 TV, sur YouTube et sur 01net TV. On aura l'occasion d'en reparler. Mais surveillez bien notre compte Twitter, on vous dira tout. Dès que tout ce sera affiné. Merci de nous avoir suivis cette semaine encore. On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. D'ici là, portez-vous bien. Regardez bien toutes nos vidéos sur YouTube et sur la chaîne 01 TV. Portez-vous bien. À très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir à tous.